Je vais passer la parole à Bernard sur le thème de comprendre l'existant. Voilà, oui, je vais faire une parenthèse où on va parler de manière beaucoup plus directe d'économie. En effet, très souvent, les restructurations sont vues comme des processus économiquement complexes, qu'on subit, et puis ensuite on passe à autre chose. Et il me semble qu'on a un peu tendance à oublier que le rôle des variables économiques est en fait permanent dans les restructurations, et il est important d'avoir ça en tête. Alors, petit rappel extraordinairement prosaïque, mais vous savez sans doute qu'en économie, il y a trois types de variables. Il y a les prix, les quantités et les qualités. Je crois qu'il faut toujours noter ces variables, et tout en remarquant que ces variables, sur le marché du travail, eh bien, elles interagissent, et elles interagissent très souvent de manière un peu discrète. Je vais vous donner un exemple. Si vous baissez les salaires, c'est évidemment un ajustement par les prix. Si vous améliorez la formation des gens et que vous continuez à les payer pareil, alors c'est un ajustement de qualité, mais c'est aussi implicitement un ajustement par les prix, puisque, en quelque sorte, du travail de meilleure qualité coûte le même prix que du travail initialement de moins bonne qualité, donc c'est comme si le travail était moins cher. Vous voyez que les jeux entre prix, quantité et qualité sont des jeux qui peuvent être parfois indolores, parfois complexes, parfois au contraire très douloureux. Et vous voyez, c'est ça ce que je voudrais brièvement examiner avec vous. Alors, nous allons donc examiner deux schémas très rapidement qui vous présentent un petit peu la façon dont ça peut jouer. Je remarque tout d'abord qu'en fait les trois choses jouent en même temps. Alors, pour aller relativement vite, vous avez ici les prix, vous avez là les quantités et vous avez là les qualités. Alors sur le marché du travail, le prix c'est les salaires et les coûts du travail. Les quantités c'est évidemment les volumes de travail ou de travailleurs. Si vous renvoyez des gens chez eux, par exemple des travailleurs immigrés, c'est un travail sur les quantités. Si vous faites du chômage partiel, c'est aussi un travail sur les quantités. Vous voyez, c'est le jeu sur les volumes. On ne touche pas les prix en principe, on touche les quantités. Et puis la qualité, c'est soit la qualité du travail, soit la qualité des travailleurs. Voilà donc, si vous voulez, trois possibilités logiques. Alors, il se trouve que ces trois possibilités logiques, eh bien, elles peuvent coexister avec une intervention soit limitée, soit au contraire importante de l'État dans les politiques de l'emploi. Donc, dans ces dispositifs qui sont là pour aider les chômeurs, aider à la réinsertion, etc. Alors, on comprend très bien que si vous vous reposez essentiellement dans une stratégie d'ajustement par les prix, ça veut dire, si par exemple il y a du chômage, laissez le marché du travail faire baisser le prix, le travail coûtera moins cher, et donc en principe il y aura davantage de gens qui seront recrutés, un petit peu comme sur un marché, en fin de marché, quand il reste des choux-fleurs, et bien les gens ils baissent le prix des choux-fleurs jusqu'à ce que ça parte. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent exprès à la fin des marchés, n'est-ce pas, pour profiter de ce moment de déclivité des prix. Alors, cette comparaison vaguement insultante avec les travailleurs permet de comprendre que oui, il y a une dimension prix dans cette affaire. Alors elle est complexe, il y a le coût, il y a la compétitivité, il y a des tas de choses. Mais en tout cas, si vous avez cette dimension-là, c'est très facilement compatible avec un rôle limité de l'État. Laissez faire le marché, laissez les prix baisser, et puis en principe, ça ira mieux. Vous voyez, en gros, le type de logique qui est en cause. Alors évidemment, ça permet de comprendre que cette case-là, elle est remplie plus facilement que celle-là, parce que si vous jouez sur les quantités ou sur les qualités, alors là, il faudra probablement d'autres interventions publiques qui viendront jouer un rôle important. Alors ça permet de situer quelques pays, et ici nous sommes en fait dans les années 80. Nous sommes à un moment où une série de transformations concernant les restructurations n'ont pas encore eu lieu. C'est les années 80. Alors dans les années 80, vous avez un pays qui a en quelque sorte viré sa cutie libérale, c'est l'Angleterre de Mme Thatcher, ce qui explique qu'ici, il y a peu de politique de l'emploi, ils payent moins de 1% de leur PIB pour aider leurs chômeurs, alors que dans d'autres pays, c'est 3% et parfois 4 et même parfois 5% du PIB. Vous voyez la différence d'implication publique, qui est vraiment très très visible. Et donc on voit à ce moment-là qu'apparaît ici ce qu'on appelle la prédominance des marchés du travail externes, au sens où ils s'ajusteraient avec l'offre et la demande, et donc du coup, on obtient ce qu'on peut appeler un régime de marché. Les prix, c'est quand même typiquement ce qui est censé bouger sur le marché, et donc à ce moment-là, typiquement dans le régime anglo-saxon, eh bien, vous allez avoir des leviers qui sont des leviers de marché. Alors, levier de marché, le premier, c'est les indemnités. Ben oui,
S'il faut licencier des gens, eh ben on va négocier sur le prix du licenciement. Vous voyez qu'on va retrouver une logique de prix, et on va retrouver comme contrôle quelque chose qui est caractéristique de la logique des marchés, c'est le fait que sur un marché, vous faites ce que vous voulez, mais s'il y a de la discrimination, ça c'est pas bien, ça c'est pas possible. Donc la discrimination voudrait dire qu'il y a des gens de catégories différentes qui sont traités différemment par le marché, et ça, c'est ce qu'il faut contrôler. Du coup, il y a un contrôle collectif très fort sur l'idée de discrimination, et ça permet de comprendre que dans les licenciements économiques, eh bien, vous avez un certain type de destin des travailleurs qui apparaît là. Alors, de l'autre côté, on agit sur les volumes, ou on agit sur la qualité. Vous voyez qu'on va trouver ici ce qu'on appelle la prédominance des marchés du travail interne au sens de carrières aménagées. Alors, à ce moment-là, vous avez des gens vis-à-vis desquels vous vous êtes engagés dans certaines entreprises centrales de l'économie, vous les gardez le plus possible, et donc c'est une gestion par les quantités, c'est ce qu'on peut appeler un régime administré. À ce moment-là, la mesure clé, si jamais vous avez vraiment des problèmes de restructuration, ben c'est les pré-retraites, et le levier de contrôle, eh bien, ça peut aller jusqu'à la justification, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais c'est quand même le cas, notamment en France, enfin ça l'a été longtemps, en France et en Belgique, donc justification de la décision de licencier, et puis on contrôle le plan social. Vous voyez qu'on n'est pas du tout en train de jouer sur les salaires, on joue sur autre chose. Et puis ici, vous avez un régime négocié qui correspond à l'Allemagne et à la Suède, et dans ce régime-là, eh bien, vous avez une priorité qui est reconnue à la formation et à la prise en charge de la carrière des gens sur les politiques de l'emploi, et donc la mesure clé, c'est un coaching avec des aides collectives, et les leviers de contrôle, c'est en fait le fait que tout ça est négocié. On peut passer au suivant. Alors, depuis, les choses ont un peu bougé, pas énormément, mais quand même un peu, et ce schéma a pour but de reprendre la même problématique dans une représentation un tout petit peu différente, qui permet de mieux voir certaines évolutions. En effet, le schéma précédent avait un problème, c'est que comme il vous présentait les prix, les quantités, les qualités, on ne voyait pas les liens entre prix et qualité. Il y avait quelque chose qui manquait puisque c'était au debout du schéma. Alors on peut éviter cet inconvénient en faisant un cercle dans lequel vous allez avoir l'ajustement par les prix, l'ajustement par les qualités et l'ajustement par les quantités. Vous voyez, c'est en fait la même chose, mais ça permet de faire toucher prix et qualité. Voilà. Que vous avez ici. Alors, ce schéma permet en fait de remarquer que les restructurations sont en fait gouvernées par trois zones différentes que vous avez là. La zone centrale, c'est la zone des... Je m'excuse, hein, le graphique est en anglais, mais bon, je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Donc ici, c'est la zone des grandes entreprises. Et vous voyez qu'ici, on a mis seulement des pointillés, parce qu'en fait, il y a l'idée que, dans le fond, même s'il y a des philosophies plutôt prix, plutôt quantité, plutôt qualité, de toute façon, les grandes entreprises ont des ressources et ont des engagements qui les conduisent à s'engager pas mal vis-à-vis des travailleurs qu'elles licencient de manière collective. Et donc les restructurations pour elles peuvent se passer plus ou moins bien, mais il y a quand même, je dirais, un certain type de connaissances et de ressources qu'elles peuvent mobiliser. Alors autour de ça, vous allez avoir la zone verte, qui elle, comme vous le voyez, n'est pas symétrique, elle n'est pas centrée. Et cette zone verte, elle correspond en fait à l'influence des politiques publiques de l'emploi, cette influence que j'avais marquée dans le schéma précédent, simplement par un changement de niveau. Et bien ici, regardez, si vous êtes, ici voilà l'Angleterre, eh bien il y a ici très peu de choses pour la Grande-Bretagne, c'est une zone minimale. En revanche, si vous êtes en France, en Belgique ou en Allemagne, c'est déjà plus important, et si vous êtes en Suède, c'est-à-dire du côté de l'ajustement par les qualités, ça devient beaucoup plus important. Donc vous voyez, vous avez la prise en compte de cet effet-là, et puis vous avez évidemment le fait que tout ce qui est blanc, tout ce qui est blanc, c'est une sorte de no man's land. C'est en fait tout simplement la zone hors d'atteinte des politiques de l'emploi. Alors c'est la zone qui peut être évidemment organisée, structurée par le droit du travail, encore que vous avez peut-être des zones informelles aussi. Mais en tout cas, c'est une zone qui est à minima, qui est contrôlée à minima par la collectivité, dans laquelle on trouve essentiellement les petites et moyennes entreprises, évidemment. Et cette zone, ici, elle est très importante. Là, elle est importante, et là, elle est moins importante, simplement parce que l'implication collective est supérieure. Vous voyez que le schéma permet de mettre ça, et ce qui permet de mettre aussi, c'est en fait des mouvements des pays. Alors, vous voyez que les deux mouvements que nous avons mis, qui correspondent en fait aux années 90, eh bien, correspondent d'une part au fait que l'Angleterre de Tony Blair ne met pas en cause complètement l'héritage de Mme Thatcher. Grand débat politique, quelle rupture ils ont eu, ils n'ont pas eu, etc. Mais en tout cas, l'Angleterre de Tony Blair était obsédée
par le retard dans la formation, et notamment la formation des moins qualifiés. D'où l'idée que, sans aller du tout par là, eh bien, ils essayent d'améliorer les ajustements par les qualités, notamment en agissant le levier de formation, en se rapprochant en quelque sorte d'un modèle de type un peu nordique, et dans lequel la qualité va jouer un rôle. Vous voyez qu'il y a ce mouvement. Et alors j'ai marqué ici, avec un point d'interrogation, un mouvement qui me paraît caractéristique de la France, dans lequel, en fait, la gestion par les quantités, à laquelle se tient la Belgique, avec, à mon avis, une constance digne d'admiration. Eh bien, face à cet ajustement que les Belges conservent, les Français se disent, mais quand même, si on dérégulait, ça serait pas mal. Plus de jeu des prix, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Et il y a toute une tentation française de la dérégulation que l'on observe et qui était très visible dans les années 90. Voilà. Voilà. Bon, là je ne fais que récapituler tout ça, pour vous dire, donc, vous avez pris quantité et qualité, et voilà, donc les différentes adaptations. Alors, elles ont été motivées par l'évolution accompagnée de restructuration vers une économie de la connaissance. Alors, juste une phrase pour finir sur ce point. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90-2000 ? Ben, en très gros, je vais caricaturer les choses, mais je crois que l'idée est assez simple, c'est que derrière les mutations que nous allons maintenant examiner, en gros, la pression s'est fait plus forte en faveur des ajustements en termes de qualité, hein, disons-le comme ça, selon des chemins extrêmement différents dans tous les pays. Donc je récapitule. De toute façon, tous les pays font jouer prix, quantité, qualité. De toute façon. Mais dans des combinaisons différentes. Et la question de savoir quelle est la variable qui l'emporte est une question qui est centrale pour comprendre les régimes dans lesquels on se place. Et c'est cette question que nous allons maintenant approfondir.